me nomme Jacob Lachance, j'étudie en sciences humaines au Centre d'études collégiales de Montmagny et l'an prochain, je me dirige en droit à l'Université Laval. Pour rejoindre les habiletés que j'ai acquis au cours des 2 dernières années au domaine dans lequel je me dirige, j'ai le plaisir de vous présenter une courte série de vidéos qui portera sur le droit de la famille au Québec et de ses divers sujets. À l'aide des sujets approchés lors de ces vidéos, j'en profiterai pour aborder quelques problèmes sociaux qui me tiennent à cœur dans le but de vous y sensibiliser. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 où j'aborderai plusieurs sujets différents sur le droit de la famille au Québec et dans cette vidéo, j'aborderai le mariage au Québec. Avant de commencer, il est bien important de mentionner que cette vidéo n'est faite qu'à titre informatif seulement et ne servira à rien d'autre que d'informer ses destinataires. En aucun cas, ces vidéos pourront remplacer les conseils juridiques d'un véritable avocat. Ben voyons Jacob, tout le monde sait ce qu'est un mariage, c'est pas vraiment compliqué. Ben c'est là que tu te trompes. Le mariage, c'est pas seulement le prince qui s'engage à vivre heureux pour le restant de ses jours avec la princesse devant un beau coucher de soleil. Bon, c'est quoi alors, messieurs, je sais tout? Premièrement, le mariage est, sur le plan civil, l'union légitime de 2 personnes à l'exclusion de toute autre personne. Ce que ça veut dire, c'est qu'un mariage, c'est comme la valse. Ça se fait à 2, pas plus, pas moins. Imagine que tu danses la salsa en rythme parfait avec ton ou ta partenaire et qu'une 3e personne s'interpose pour te marcher sur les pieds. Ça gâcherait la danse, non? Ben, c'est la même chose pour le mariage. Même si tes propres orientations et tes préférences incluent une autre personne, ben, le mariage, selon la loi, c'est 2 personnes, pas plus, pas moins. Pas trop compliqué jusqu'ici? Non, facile à suivre. Parfait, parce que c'est pas terminé. Pour que le mariage soit autorisé au Canada, il doit y avoir le consentement libre et éclairé des 2 personnes à se prendre mutuellement pour époux. Donc, si par exemple, Annie et Jeanne voulaient se marier, ben les 2 devraient savoir dans quoi elles s'embarquent et sans aucune pression de qui que ce soit. Je vous pose une mise en situation, toujours avec Annie et Jeanne. Annie veut se marier cet été avec Jeanne. Toutefois, Jeanne, elle, veut attendre encore un peu pour être certaine de prendre la bonne décision. Elle partage donc comment elle se sent avec Annie. Dévastée, Annie va tout raconter aux parents de Jeanne qui se sont rapprochés d'Annie au fil des dernières années. Les 2 parents, qui tiennent absolument que les 2 femmes se marient cet été, vont voir Jeanne pour lui faire part de leur mécontentement. Ils lui expliquent que si les 2 femmes ne se marient pas cet été comme Annie le souhaite, ils couperont les ponts et la retireront de leur testament. Jeanne finit donc par plier et accepter de se marier cet été. Est-ce que, selon ce que je viens de vous dire sur le consentement libre et éclairé, les 2 femmes pourraient se marier cet été? Évidemment, la réponse à cette question est non. Ok Jacob, maintenant dis-nous quelque chose qu'on sait pas. J'allais vous dire que l'âge minimum pour se marier est de 18 ans et que si on veut se marier à l'âge de 16 ou 17 ans, il faut demander l'autorisation à un tribunal. Mais ça, j'imagine que vous deviez déjà le savoir. Ah oui! Vous deviez le savoir aussi, mais je dois quand même ajouter une certaine précision sur ce que j'ai dit tantôt sur le nombre de personnes autorisées dans un mariage. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de la salsa qui se dansait à 2 seulement? Ben, prenez la même mise en situation, cette fois dans un bar. Même si ça peut sembler bizarre, le bar a une seule règle quant à la salsa. Tu n'as droit qu'à un seul partenaire pour toute la soirée. Donc, vous dansez avec votre partenaire, vous vous amusez bien, puis soudainement, ce partenaire-là doit s'absenter pour aller aux toilettes. Ben, la règle du bar s'applique toujours, même si votre partenaire est parti aux toilettes. Vous n'avez pas le droit de chercher un autre partenaire, sinon vous vous faites sortir du bar. Si, éventuellement, ton partenaire ne revient pas des toilettes parce que n'importe quelle raison, par exemple, vous dansiez mal la salsa, bien, vous avez le droit d'aller voir le manager du bar pour qu'il vous autorise à vous trouver un autre partenaire. Mais c'est la même chose pour le mariage. Les futurs époux doivent être libres de tous liens matrimoniaux, c'est-à-dire célibataires, divorcés ou veufs. Ils peuvent aussi se marier s'ils ont obtenu l'annulation d'un mariage précédent. Bref, si un jour tu veux te marier, mais tu dois simplement ne pas déjà l'être. La bigamie ou la polygamie, c'est un crime aux yeux de la loi, et si tu es déclaré coupable, mais tu peux avoir une sentence en prison allant jusqu'à 5 ans. Aussi, pas vraiment besoin de le mentionner, mais quand même, le mariage est interdit entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, et demi-sœurs et demi-frères. OK, je crois qu'on sait c'est quoi le mariage, mais ça doit y avoir des conséquences. Sinon, à quoi ça servirait? Bonne question. En effet, le mariage, ça a aussi des conséquences juridiques. Puisque, comme tu l'as dit, c'est pas seulement pour faire beau et pour inviter du monde à une cérémonie qui coûte trop cher. Le mariage, c'est aussi une action qui a des répercussions aux yeux de la loi.
En premier lieu, si tu es marié, il est permis pour un époux d'agir au nom du couple pour ce qui est des actions de la vie de tous les jours. En second lieu, ces conséquences juridiques prennent aussi la forme d'obligations à respecter. Vous connaissez le blabla, les deux époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, et ils sont requis de faire vie commune, etc. En troisième et dernier lieu, ces conséquences juridiques peuvent aussi prendre la forme de protection juridique, comme par exemple le partage des biens à la fin d'un mariage. Intéressant. Et pourquoi tu nous parles de mariage aujourd'hui? As-tu quelque chose à nous dire? Des potins? Non, pas pour tout de suite, je suis encore trop jeune, inquiétez-vous pas. Non, aujourd'hui, je vous parle du mariage, puisqu'en préparant mes vidéos, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis aperçu d'une petite, voire très grande problématique en regard aux droits humains. Cette problématique, ce sont les mariages d'enfants. Malgré ce qu'on peut croire, les mariages d'enfants sont encore très présents partout dans le monde. Bien que ce problème touche un nombre énorme d'enfants partout sur la planète, il s'agit d'un problème dont on ne parle pas assez en comparaison à l'ampleur qu'il prend vraiment. Laissez-moi d'abord vous présenter quelques faits et statistiques pour vous donner une idée du poids réel de cette problématique dans le monde. Premièrement, selon Plan International, organisme mondial de bienfaisance voué à l'avancement des droits des enfants et de l'égalité pour les filles, chaque année, 15 millions de filles se marient avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Pour UNICEF, le mariage d'enfants partout dans le monde consiste en soi d'une menace pour leur vie et pour leur santé. De plus, il est estimé que dans les pays en développement, près de 36% des filles se marient avant l'âge de 18 ans et qu'une fille sur 10 se marie avant l'âge de 15 ans. En outre, comme les filles mariées de manière précoce ont plus de chances de devenir enceintes de manière précoce, eh bien, les complications reliées aux grossesses sont l'une des causes de mortalité les plus élevées chez les adolescents. Bref, pour toutes ces raisons et plus encore, le mariage d'enfants constitue une véritable violation des droits humains. Il s'agit ici d'une véritable problématique à l'échelle internationale parce qu'au total, il est estimé qu'environ 650 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont été mariées alors qu'elles étaient encore enfants. Wow, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qui peut être fait pour remédier à ça? Commençons tout d'abord par évaluer la situation. Comme je l'ai déjà dit, ce phénomène s'agit clairement d'une violation des droits humains. Dans un écho qui s'intitulait « La vie politique », l'une des notions théoriques que nous avons abordées s'agit des rôles de l'État. Parmi ces rôles de l'État, l'un des plus importants d'un point de vue juridique s'agit sans aucun doute du rôle d'assurer le bien-être collectif, soit d'assurer un minimum à chaque citoyen. Je vous pose donc la question. Est-ce que violer les droits humains correspond vraiment à assurer le minimum de chaque citoyen? Selon moi, vraiment pas. Pour vous aider à mieux imaginer tout ça, laissez-moi comparer cette problématique avec les lois canadiennes, soit celles que je vous ai présentées plus tôt. Premièrement, vous vous rappelez quand je vous ai parlé de consentement libre et éclairé? Tout de suite en partant, on voit qu'on a un problème. Est-ce que les mariages d'enfants sont vraiment libres et éclairés quand on sait que la plupart sont forcés et faits pour des raisons culturelles? Aussi, je vous ai parlé d'agir au nom du couple lorsque deux personnes se marient. Est-ce que nous pouvons vraiment demander à un enfant de remplir ce genre de responsabilité? Selon moi, demander à un enfant de prendre les décisions qu'un adulte devrait normalement prendre semble légèrement exagéré. Les explications s'accumulent, mais se ressemblent toutes. Le mariage d'enfants, ça ne se fait pas. D'accord. Tu n'as toujours pas répondu à la question. Qu'est-ce qui peut être fait pour remédier à ça? Oui, j'y arrive. La réponse à cette question est assez simple et rejoint les rôles de l'État dont je vous ai parlé plus tôt, soit celui d'assurer un minimum à chaque citoyen. C'est pas compliqué, les gouvernements des pays pratiquant toujours ces mariages d'enfants doivent intervenir et respecter ce rôle et interdire ces unions en y mettant des règles, comme ici au Canada. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque ce phénomène concerne des millions de personnes et puisque la plupart du temps, ces pratiques sont ancrées profondément dans certaines cultures. Mais tout de même, un pas peut toujours être fait dans la bonne direction. Je voulais simplement vous sensibiliser sur le sujet, puisque même s'il ne s'agit pas du genre de problématique qu'on règle en quelques minutes, il est tout de même important d'en discuter parce que plus on en parle, plus de chances seront du côté des enfants pris dans ces mariages. Comme on dit, une personne avertie en vaut deux. Si vous désirez faire une différence, je vais laisser dans la description le lien pour faire un don aux Nations Unies dans le but de protéger les droits des femmes et des filles partout dans le monde. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, j'espère que j'ai été précis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou en commentaire et je tenterai de répondre du mieux que je peux à vos questions. Un merci à tous ceux qui ont participé à la conception de cette vidéo et un merci spécial à Isabelle Gamache qui a accepté de prendre de son précieux temps pour réviser les termes juridiques employés dans cette vidéo.
Toutes mes sources sont dans la description. Merci de votre écoute et j'espère vous trouver dans le prochain épisode qui sera le dernier. Merci, à la prochaine!